Et pendant que nous y sommes, est-ce qu'il y a des démarches qui se mènent à votre niveau pour rencontrer d'autres organisations, par exemple, sur l'affaire Guy Brice Parfait-Colella? Parce qu'apparemment, on a l'impression que ça semble coincé de l'autre côté de Paris. Nous avons le NED, nous avons d'autres structures américaines dont je tairai le nom parce que j'aime être dans le secret, qui sont impliquées et qui attendent le déroulement juridique qui se passe, qui est en ce moment en France, et qui, à un moment donné, si c'est nécessaire, seront obligés d'intervenir. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, en tant qu'Africains, Américains qui sommes ici, nous avons touché nos sénateurs, nous avons touché nos congressmen, nous avons touché les autorités américaines qui se chargent de la politique africaine, où nous avons relevé justement qu'il y avait des hommes, une violation du processus démocratique. Et vous souvenez-vous que le président Joe Biden a dit que nous avons un conflit aujourd'hui qui est celui de l'autocratie et de la démocratie. Et nous sommes dans un contexte géopolitique qui est assez complexe. Donc l'Afrique joue un rôle qui va jouer un rôle de plus en plus important, et les Américains voudraient voir une démocratie qui se développe pratiquement partout en Afrique. Et dans ce cadre-là, nous pensons qu'il y a des gens avec lesquels nous travaillons qui sont là et qui sont de notre côté, qui nous soutiennent. Donc, au moment nécessaire, au moment opportun, nous emmènerons ces gens-là dans ce processus politique pour justement libérer le peuple congolais. Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la tribune de Télar TV. Avec moi sur ce plateau, M. Teila Mamiabe, professeur de mathématiques à l'Université du District of Columbia aux États-Unis. Vous êtes également membre de la Fondation nationale pour la démocratie et aussi membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour. Bonjour, M. Perrin. Merci. Nous avons également M. Maury Louzalin. Vous êtes enseignant-chercheur, professeur de mathématiques, président de la commission mobilisation du Congrès pour la Renaissance du Congo, ancien représentant, président du MCDDI, section France. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Christian Perrin. Lydie Colella, la sœur cadette de Guy Brice Parfait-Colella, architecte. Bonjour. Bonjour, M. Christian Perrin. Merci. Et nous serons rejoints d'un moment à l'autre par M. Mathieu Bakima Baliel, journaliste aux États-Unis, directeur de publication du célèbre journal Maduku Tchekele. Bonjour, bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur Télar TV et soyez également les bienvenus. Moi, c'est Christian Perrin. Lydie Colella, je vais commencer avec vous. Vous avez organisé, sinon vous êtes en train de célébrer ce que vous avez appelé par la semaine PACO, en commémoration, bien sûr, du premier anniversaire du décès de Guy Brice Parfait-Colella. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? C'est quoi la semaine PACO? En quoi consiste-t-elle? Alors, la semaine PACO, c'est centré autour d'un événement principal qui était l'hommage des enfants à leur père. Pour cela, ils sont allés s'incliner sur sa tombe, dépôt de gerbes de fleurs des enfants, de la famille et des sympathisants, la messe, et après, il y a eu un repas qui a été offert par la famille. Donc là, c'était vraiment pas une journée politique. Alors, là, c'était d'abord les enfants. Après, il faut savoir que cette semaine se clôture le 26 mars 2022 par une conférence publique qui sera précédée par un dépôt de gerbes de fleurs. Et celle-là, cette fois-ci, ce sera uniquement pour les politiques, les associations, la diaspora. C'est eux qui seront conviés. Donc, dans la semaine sera émaillée d'émissions. Il y aura des émissions tout au long de la semaine où nous allons parler il sera question de Guy Brice Parfait-Colella, pour faire court, nous allons dire sous toutes ses formes.
Ça va continuer jusqu'au 26, c'est ce que vous avez dit. Quelles sont concrètement les activités qui sont prévues en dehors de votre intervention, sinon de l'intervention dans les médias et de ce que vous êtes allé vous incliner devant la tombe? Quelles sont les autres activités qui sont prévues? Le programme, comment s'articule-t-il? Alors, il y a des émissions dans la semaine. Il y a l'émission que je fais avec vous. Mercredi, il y a une autre émission. Nous allons vraiment, il y a 3-4 émissions dans la semaine et ça se clôture par le 26 mars. Nous allons clôturer par la conférence publique où il y aura des intervenants. Il sera question de Guy Brice Parfait Kolela avant, pendant et après. Parce que comme je dis toujours, la mort ne met pas un frein à la vie, au contraire. Lorsqu'on meurt, on devient immortel. Donc, l'action de Guy Brice Parfait Kolela devient l'action d'un immortel. Il rentre dans le panthéon des héros du Congo. Ce qu'il a fait, il est allé jusqu'au sacrifice suprême. Hein, il a donné sa vie pour les Congolais. Et il ne faut pas que les gens l'oublient. Et il ne faut pas que les gens... On ne doit plus accepter de mourir de politique. Qu'on meurt de paludisme, je peux comprendre. On peut mourir de n'importe quoi d'autre, mais mourir de politique, c'est pas une maladie. C'est pas parce qu'on aime la politique, qu'on aime son peuple, que nous devons en mourir. Et ça, il faut vraiment que les Congolais, les Africains, gardent ça en mémoire, que vous avez quelqu'un, un contemporain à nous, qui est mort dans des conditions vraiment inexpliquées jusqu'à présent. Vous avez semblé nous dire que vous étiez au cimetière pour vous incliner devant la mémoire de Guy Brice Parfait Kolela. Est-ce pour la première fois que les enfants sont allés s'incliner devant la tombe de leur père? C'était la première fois pour les enfants, effectivement. Ils n'ont pas pu assister à l'enterrement. Vous savez comment ça s'est passé. Nous n'allons pas revenir là-dessus, mais c'était la première fois qu'ils allaient s'incliner. Les enfants, cela veut dire que tous les enfants étaient là, comme on les voit d'ailleurs sur la photo avec leur père, une photo prise de dos. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications sur cette photo que l'on découvre tous? Alors, cette photo, c'est une photo qui a été prise de dos à Londres. C'est la dernière fois que la famille était réunie. C'était la dernière fois qu'ils se voyaient. Et donc, il les raccompagnait. Ils rentraient chez eux. Donc, c'était vraiment les derniers instants qu'ils ont passés ensemble. Et arrivé au moment où ils ont pris leur transport, il est resté à les saluer jusqu'à ce qu'ils ne se voient plus. Et c'était là donc la dernière fois. La toute dernière fois. Et ça signifie beaucoup, quoi. Voilà. Et après, lorsqu'ils ont revu leur père, c'était à l'Institut médico-légal. C'est bien triste, mais bon, c'est la réalité de la vie. Alors, Monsieur Telama Niabé, je viens à vous parce que vous avez partagé une bonne partie de votre vie ensemble avec Guy Brice Parfait Kolela. Je ne sais pas s'il faut l'appeler. C'était pour vous un collègue, un ami, un compagnon, un frère. Alors, partagez-nous un peu cette expérience. Qui était l'homme, socialement parlant? Bon, Parfait, comme vous l'avez dit, était un frère, un grand frère. Bon, d'abord, avant un peu que je parle de lui, je voudrais vraiment que l'on prenne quelques minutes, si on pouvait le faire dans un autre cadre, de prendre quelques minutes de silence pour justement avoir une pensée à cet homme qui s'est battu pour le peuple congolais et qui a été éliminé. Il faut dire cela, car jusqu'à présent, comme Lydie a su le dire tout à l'heure, on ne connaît pas les causes réelles de sa mort et le Covid n'est pas la cause réellement de la mort de Parfait. Ça, c'est très facile à démontrer. Je pense que peut-être qu'on pourra y revenir. Et cela a été d'ailleurs prouvé par les résultats de l'autopsie qui a été réalisée sur le corps. Absolument. Et le fait d'ailleurs qu'on ne réalise pas d'autopsie sur les corps morts de Covid, et généralement on les enterre immédiatement, on n'attend pas 8 mois avant de les enterrer. Ça vous démontre simplement que la thèse du Covid est une thèse qui ne tient pas et qui ne fait pas de poids. Mais je crois et donc, vous le connaissez comment d'abord? Comment vous vous rencontrez avec Guy Brice Parfait Kolela et qu'est-ce que vous avez pu faire ensemble? Premièrement, je dois dire que mon père
Jacob Nyabilangana, qui est l'un des membres fondateurs du MCDDI. Souvent, quand je veux parler du MCDDI, je porte toujours la carte de mon père que j'ai jusqu'à présent. Était vraiment l'un des bras droits de Bernard Colella. Donc, nos parents déjà se connaissaient très bien, ils ont fait la prison ensemble, ils ont fait un chemin politique ensemble. Je me rappelle encore des conversations que j'ai eues avec Bernard Colella quand il m'expliquait en prison qu'il était torturé, que mon père était torturé. Donc, parfait, je me souviens de lui peut-être à l'âge de 4 ou 5 ans, j'avais peut-être 5 ans quand je me souviens de Parfait, enfin, si je dois ramener la période où je l'ai connu. Et donc, nous avons grandi ensemble dans le même quartier, mais comme des frères. Hein, comme des frères, c'était un grand frère, il était un peu plus âgé que moi. Alors, mais on s'est retrouvés un peu plus tard, après qu'il ait eu son bac, il a fait un bac C, et à l'époque, il était aussi en classe avec un de mes frères, paix à son âme aussi, mon frère féminin qui était avec lui en terminale, ils ont fait le bac ensemble. Plus tard, je rencontre Parfait, j'étais en France, Parfait avait mis en place une compagnie qui s'appelait CDO Holding, qui était une compagnie qui faisait des affaires où il avait des investissements un peu dans différents coins. Il était basé en Angleterre. Et donc, on s'est retrouvés, on a eu à travailler ensemble pour certains projets d'affaires. Par exemple, l'un des projets, c'était un projet au Sénégal où on devait travailler avec le Technopole, qui est une structure basée au Sénégal pour les investissements. Donc, on s'est retrouvés aussi dans d'autres projets en Guinée équatoriale où nous avons voyagé ensemble, invités par les autorités de la Guinée équatoriale pour certains projets. Donc, j'étais assez proche à cette époque-là avec lui. Nous avons été des partenaires d'affaires. Bon, ensuite, d'un point de vue politique, quand ils sont rentrés, normalement, je devais rentrer avec eux, mais j'ai pensé que ce n'était pas un mouvement propice, disons un milieu propice pour rentrer au Congo. Donc, je suis resté là, ici aux États-Unis, et nous avons gardé des contacts fraternels, de partenaires, d'affaires et autres. Bon, en 2016, j'ai donc soutenu Parfait pour son combat politique. Bon, tout ce qui s'est passé en 2016, bon, on va laisser ça en 2016 et après, on s'est un peu perdu contact. Et jusqu'à récemment, quand il s'est engagé au combat politique, j'ai Oui, été un peu… évidemment, avant qu'il ne s'engage dans le combat politique, vous avez connu l'homme. Vous pensez que dans son enfance, son jeune âge, il avait déjà des élans politiques, quelques éléments, le comportement qui présageait que finalement, plus tard, il sera un politique de ce rang? Bon, vous savez, quand vous avez un père comme Bernard Colella, qui a consacré toute sa vie à se battre pour la libération du Congo et que vous avez vu vous-même assister et vous avez vu les difficultés et les souffrances qu'il a vécues, il est parfois à deux effets très souvent. Ou bien on s'éloigne carrément de la politique parce qu'on est totalement écœuré par la souffrance que le père a vécue, ou bien on se dit qu'on continue le combat. Et je pense que Parfait était rentré dans cette lignée-là de continuer le combat de Bernard Colella. Bon, il a dit lui-même, je crois, j'ai suivi quelque part dans les réseaux sociaux, il a dit qu'il voulait être président du Congo, servir le Congo depuis qu'il était enfant. Donc, mais je pense que ça a certainement été influencé par le combat du père que nous avons tous suivi, que nous avons expérimenté. Nous avons vu les fois où moi j'étais assisté, les fois où Bernard Colella était pris par la police du Congo. On l'a pratiquement tabassé devant nous, on l'a emmené à la sécurité d'État à l'époque. Moi, je me rappelle encore aussi que j'étais allé le voir en prison, je crois que c'était 84, je ne me rappelle plus la date, j'ai des trous de mémoire en ce moment, mais enfin, je suis allé à la sécurité d'État à un moment donné pour aller voir Bernard Colella en prison. Donc, je veux simplement dire que pour revenir à Parfait, avoir un père comme Bernard Colella, avec le combat que Bernard Colella n'a pas pu achever, je pense que Père Parfait a pris la torche du papa pour essayer justement d'établir la démocratie au Congo et
et de créer une société de droit. Bernard Kolela, lorsque vous l'aviez comme père, naturellement, on avait un enfant comme Guy Brice Parfait Kolela. Ce combat politique dont vous parlez, qui n'a pas été achevé par le père, qui meurt d'ailleurs au moment où il est presque à la porte de la présidence, la République, le fils également, va mourir en pleine bataille. Arme à la main, diraient les soldats, c'est le 21 mars 2021, alors qu'il était candidat à la présidentielle de mars 2021, que Guy Brice Parfait Kolela a trouvé la mort. Les circonstances sont encore troubles. L'affaire est au niveau du pénal. On attend encore connaître les résultats, la vérité sur les circonstances de son décès. Mais puisqu'on ne peut pas parler de Bernard Kolela sans parler du MCDDI, nous avons ici un ancien représentant du MCDDI en France, donc le président section MCDDI France, M. Morille Louzala. À ce que je sache, à un moment donné, le MCDDI avait été en alliance avec le Parti congolais du travail. Et c'est ce que je crois Parfait Kolela a dû hériter, ce qui a fait d'ailleurs de lui ministre de la République, donc dans le gouvernement congolais. Et après, il va démissionner pour, je crois, continuer le combat de son père. Mais cette fois-là, il se taille un autre habit, donc un autre parti politique, UDH-UKI, jusqu'à en mourir. En fait, ma question est de savoir un peu si on peut revenir un peu sur les relations entre le MCDDI et le PCT et pourquoi on arrivait finalement, puisqu'on n'a pas encore les éléments factuels pour dire que c'est un assassinat ou ça a été un crime, mais tout de même, on suspecte quelque chose qui n'a pas vraiment cloché entre le MCDDI, qui avait un autre, finalement, visage, le Yuki, on ne se le cachera pas, Yuki et le PCT, qui pourtant, à un moment donné, étaient des partenaires. Des relations entre l'alliance entre le MCDI et le PCT, Bernard Kolela, dans son combat, a toujours cherché à démontrer que ce qui l'intéressait, c'est l'avenir du Congo. Ces idées-là qui l'ont emmené en prison, ces idées qui l'ont fait sortir en prison, il s'est dit qu'il fallait absolument léguer aux petits-enfants un pays assaini, un pays relevé. Donc, Sassou Nguesso s'est retrouvé après la victoire de Pascal Lissouba. Bernard Kolela avait toute la latitude de dire que bon, moi, je travaille avec Pascal Lissouba, comme nous avons l'habitude de dire, le Sud se retrouve entre Sud. Lui, il a dit non. Le problème, c'est lequel, c'est que, d'autant plus que le MCDD, c'est une politique libérale. Le PCT, c'est le massif de l'UNIS. Mais Bernard Kolela a voulu montrer que celui qui était son geôlier, celui qu'il a pratiquement mis en prison pendant très longtemps, s'est dit, moi, je n'ai pas de rancune, je le prends et je m'associe avec moi pour faire la politique. Mais l'expérience montre que de tout le long de cette alliance-là, le PCT, donc par Denis Sassou Nguesso, n'a jamais été fidèle aux engagements du groupe. Il y a des choses que je vais évoquer qui vont peut-être vous faire, qui vont vous surprendre. Il était question dans les accords que nous avons entre le PCT et le MCDD. Donc, par rapport aux députations, on se dit, là où le MCDD est candidat, le PCT ne se présente pas. Mais rassurez-vous, il y a eu beaucoup de couacs. Quand le MCD présente un candidat, le PCT présente d'autres. Il fallait parfois que Bernard Kolela rappelle Sassou pour dire que non, mais c'est quoi cette affaire? Et donc, de mémoire, il s'est passé quelque chose à la mairie. Donc, pendant que Bernard Kolela était maire de Brazzaville, une grève. Et cette grève-là, les gens revendiquaient beaucoup de choses. Or, cette grève a été pratiquement initiée par le président Denis Sassou Nguesso. Alors que vous étiez déjà en alliance avec le PCT. Alors qu'on était en alliance, pendant que Pascal Lissouba était président. Donc, nous, on avait construit une commission de crise. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient armés, qui pouvaient avoir un mot d'ordre par rapport à ce qui se passe.
Moi, j'ai dit au président, j'ai dit au président Bernard Kola d'appeler Denis Sassou Nguesso et de lui faire comprendre que non, ce qu'il fait, c'est pas bon. Et dès qu'il a appelé, la grève était terminée. La grève était terminée à la mairie de Brazzaville et je mets à défaut s'il y a un nombre de PCT qui puisse me contredire par rapport à ce que je suis en train de dire. Donc, voilà l'homme. Moi, ce qui me fait plus mal, le MC était pratiquement l'épaule où le PCT versait les larmes. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de MCDD. On a démontré que pendant la période de Pascal Lissouba, donc jusqu'après, que le PCT n'avait pas de députés. C'était le RDD qui avait plus de députés au Nord. Donc, pour dire que non, on peut dire aujourd'hui, là, ils ont la majorité partout, alors qu'avant, pendant la période démocratique où effectivement, qu'il fallait effectivement convaincre les autres pour qu'ils votent pour vous. Ce n'était pas le cas. Moi, ce Allez-y, qui je me vous en fait prie. mal, c'est quoi? Pourquoi donner la mort à quelqu'un qui n'avait qu'un seul but, de rendre la dignité au peuple congolais? Le Congo s'est détruit par des idées de découpage électoral. Donc, par des idées qu'il donnait, il donnait l'espoir au peuple en disant voilà, les choses peuvent s'améliorer. Et donc, le seul crime de parfait, de s'être présenté, de vouloir donner de l'oxygène aux Congolais. C'est son seul crime. Et donc, comme M. Maurice Louzala, comme quoi vous êtes vraiment convaincu que finalement, il a été assassiné? Pour moi, ça fait de l'ombre d'aucun doute. Pour la simple bonne raison, il y a eu la déclaration de Firmin Ayessa, vous voulez dire? Firmin Ayessa. En droit, on démontre une chose. Dès l'instant où on menace quelqu'un de mort et la personne venait à mourir, c'est que vous portez une responsabilité grave. Oui, c'est le premier suspect d'ailleurs, oui. Donc aujourd'hui, pour moi, ça fait de l'ombre d'aucun doute, puisque Parfait est mort le 21. Il est mort le 21. Parfait est rentré au CHU, il était vivant. Peut-être les autres le disent. Il en est sorti mort. Il est mort le 21. Bon, évidemment, peut-être qu'on va y revenir. Bon, vous parlez de ce qu'on entre au CHU et puis on sort vivant. Ben, c'est probablement le cas de beaucoup de gens parce que le CHU, quand on y entre, c'est difficile de sortir vivant. Peut-être que j'exagère, mais je tire cela de l'expérience de ce que les Congolais nous racontent. Mais on va revenir là-dessus. Lydie Kolela, vous êtes la sœur cadette de Guy Brice Parfait Kolela. Vous nous parlez de la semaine PACO qui a été initiée. D'ailleurs, qui a eu l'idée et comment cela vous est arrivé? Quelles ont été les motivations d'organisation de la semaine PACO? Et elle va s'arrêter cette année ou chaque année vous organiserez de telles manifestations? Alors, par rapport à cette tragédie, qui est une première, hein, qu'un candidat décède le jour des élections présidentielles, l'idéal serait que ce soit chaque année, une semaine PACO. Parce qu'il faut, peut-être qu'à force de le marteler aux Congolais qu'il est mort, comme vous l'avez dit, en empruntant le langage militaire, il est mort en vaillant combattant les armes à la main. Il faut que j'ai l'impression, parce que peu de gens bougent, qu'il faut le marteler, vraiment que ça rentre dans la tête des Congolais. Est-ce que c'est le seul objectif d'organiser la semaine PACO ou bien c'est quoi le but visé en réalité? Marquer les esprits, marquer la présence de PACO dans la tête des Congolais ou c'est quoi l'objectif? Je crois que PACO est rentré dans la tête des Congolais, il est rentré dans toutes les familles congolaises. Là n'est pas la question. La question, c'est matérialiser son dernier mot d'ordre. Battez-vous. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous pour votre liberté. Voilà, il faut que l'on puisse matérialiser ce battez-vous. Et comme je l'ai dit dans mon discours le samedi plutôt, PACO ne pourra pas connaître le repos éternel tant que le battez-vous n'aura pas triomphé.
Et un des signes du battez-vous qui a triomphé, c'est certainement le jour où sa dépouille rentrera sur la terre de ses ancêtres pour y être enterrée. Donc, le but de la semaine Paco, au départ, c'était accompagner les enfants. Voilà, les enfants devaient rendre un hommage à leur père, s'incliner sur sa tombe. Et ensuite, nous nous sommes dit, pourquoi s'arrêter à ça? Parce que un an après son décès, c'est un moment aussi fort. Il faut qu'on marque les esprits. Il ne faut pas qu'on oublie, Parfait. Je pense, hein, ce n'est que moi. Si on l'avait enterré au mois de mai, aujourd'hui, on ne parlerait plus de l'affaire Paco. Pour preuve, j'ai entendu que nous pouvons l'enterrer et la justice continuera, hein, pourra continuer. Mais depuis que le juge d'instruction a été désigné, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Les avocats ne font pas leur travail, la justice ne veut pas démarrer. Les avocats font leur travail. Nos avocats en tout cas font leur travail. Alors, ça, il faudra leur demander, mais en justice, je pense que lorsque il y a un juge d'instruction comme celui qui a été désigné pour Nathalie Tati Kolela, c'est à son avocat de demander au juge d'instruction de faire telle chose, telle enquête, voilà. Mais si on lui demande rien, évidemment, il n'y aura rien qui sera fait. L'alternative à ce niveau-là, c'est quoi? Si l'avocat de l'autre côté ne fait rien, tout sera bloqué pour longtemps. Quelle alternative avez-vous? Alors, l'alternative, c'est qu'il y a aussi une de nos plaintes qui est arrivée. Donc, normalement, on aura aussi, on va nous désigner le même juge d'instruction. Et nous, à ce moment-là, on demandera certaines choses au juge d'instruction pour que ça avance. Parce que là, les Congolais voient bien qu'il y a une léthargie. Je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais il ne faut pas que les gens croient qu'une fois que Parfait a été enterré, que l'histoire s'arrête là. J'ai entendu quelqu'un me dire ça. Mais c'est fini avec la justice, il a été enterré. Mais non. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. De plus en plus, les gens pensent que Guy Brice Parfait Kolela a été assassiné, disons les mots, hein, assassiné ou il a été tué. C'est la même impression que vous avez, quelques indices peuvent le démontrer. Ben oui, ben écoutez, quand on se saisit de cette affaire et on regarde les détails des événements qui ont précédé avant la mort de Parfait Kolela, on se dit qu'il y a anguille sous roche, n'est-ce pas? Vous avez, si vous vous rappelez bien, nous avons je crois qu'on a déjà parlé un peu de cette chronologie, mais… On peut toujours y revenir, hein, nous sommes au premier anniversaire de sa mort. Oui, mais ce qui est important, le point sur lequel on doit retenir, c'est que Parfait rentre au CHU vivant et capable de parler. Et il se retrouve dans une salle où il y a Madame Kolela, Monsieur Bileko, Monsieur Okemi, le directeur général de l'hôpital militaire, le général Ibata. Et je crois que ce sont les 4 personnes, il peut y avoir une 5e personne, mais en tout cas, ces 4 personnes se retrouvent dans une salle au CHU avec Parfait. Pas un autre membre de la famille de Parfait est dans la salle. Parfait, il y a quelques membres de la famille dehors. Parfait, quand il rentre dans cette salle-là, il est vivant. Et quand il en ressort, il est couvert de la tête aux pieds par un drap. Quand il en ressort, son bras tombe de la civière et le général Ibata se précipite à venir relever le bras. Quand on a des problèmes respiratoires, est-ce qu'on couvre quelqu'un de la tête aux pieds? Il y a un problème à ce niveau-là. Et vous avez vu les photos que nous avons en notre possession, et vous les avez aussi, le corps de Parfait à l'aéroport. Donc, nous avons un monsieur qui est mort le 21 et on nous dit qu'il est mort de Covid. On arrive à Paris, il y a des points qui sont contradictoires. Monsieur Bileko a dit que Parfait est décédé 5 minutes avant l'atterrissage de l'avion. Sa femme
dit qu'avant de sortir de l'avion, Parfait était vivant et il lui a fait un clin d'œil. Ça, c'est les informations que nous avons reçues. Il y en a d'autres. Donc, je veux vous dire simplement, ensuite, on nous dit qu'il est mort de Covid. Et on nous dit aussi qu'on a gardé son corps pendant à peu près 8 mois. En dehors du fait qu'on garde son corps pendant 8 mois, on a fait aussi l'autopsie sur le corps de Parfait. Donc, alors que nous savons déjà clairement qu'on ne fait pas les autopsies sur les corps qui sont morts de Covid. Donc, vous voyez, je vous dis simplement que tous ces éléments nous poussent à dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. En dehors de cela, pendant la période de l'élection présidentielle, un homme du gouvernement, donc M. Firmin Ayessa, affirme, fait des menaces à Parfait Kolela. Donc, dans un pays où nous avons eu déjà des présidents de la République qui ont été assassinés, dans un pays où on a eu des hommes de l'Église qui ont été assassinés, où chaque fois il y a des assassinats, dont on ne connaît pas les causes et les origines, mais on sait que les uns et les autres, il y a eu des gens qui ont été assassinés. Alors pourquoi n'arriverons-nous pas à une conclusion de dire qu'il y a anguille sous roche et que le groupe Vérité pour Paco qui a été constitué par les membres qui sont ici, certains des membres qui sont ici, parce que justement nous sommes conduits par le besoin de connaître la vérité sur la mort de Parfait Kolela. Le Covid n'est pas une thèse qui tient debout, et ça tout le monde peut le démontrer. Donc nous pensons, moi je pense personnellement qu'il a été éliminé. De quoi exactement, comment, ça je ne peux pas vous le dire, mais ça c'est mon point de vue. C'est pour ça justement que nous avons engagé une démarche juridique pour essayer justement de découvrir la vérité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut nous faire croire que Parfait Kolela est mort le 22. Je voudrais, moi, dire à tous les Congolais que cela n'est pas vrai, qu'il y a un document scientifique qui s'appelle l'autopsie, qui démontre que Parfait est mort le 21 et que Parfait est mort à Brazzaville. Ça, ce sont des faits. Et donc, vous me demandez mon point de vue, je peux simplement conclure en disant que oui, je pense réellement que Parfait n'est pas mort de Covid. Je pense réellement que Parfait est mort à Brazzaville, l'autopsie nous le dit, et en dehors de cela, bon, il y a certainement, s'il n'est pas mort de Covid, ben, écoutez, certainement qu'il a été, il y a des gens qui se sont organisés à mettre fin à sa vie. Oui, mais au-delà des divergences nées autour de la date de son décès, ceux qui parlent du 21, d'autres du 22, ici vous avez démontré qu'il y a des résultats de l'autopsie qui font état de son décès le 21, mais qu'à cela ne tienne, 22 ou 21, l'article 70 devrait en réalité s'appliquer parce que les opérations de vote, en fait, quand on parle du processus électoral, c'est depuis les premières opérations de vote, donc l'enrôlement sur les listes électorales, la campagne et tout ce qui s'ensuit, le jour du scrutin, jusqu'à, bien sûr, la validation de ces résultats par la Cour constitutionnelle. On est, apparemment, c'est ce que moi je constate, on est, c'est vrai, concentré sur la recherche, bien entendu, la vérité sur les circonstances du décès de Guy-Brice Parfait Kolela. Cependant, on semble un peu passer pieds joints sur l'application de l'article 70 qui devrait normalement appeler à l'annulation de la dernière élection présidentielle. Est-ce que vous travaillez également autour de cette question? Oui, je crois que pour nous, il s'agit d'un homme qui est mort. Et cet homme a des enfants. Il s'agit d'un homme qui est mort et cet homme a une famille. Et il y a des gens de sa famille qui voudraient vraiment savoir les vraies causes de la mort de Parfait. Nous savons que ce n'est pas le Covid. Donc pour nous, en tant que Vérité pour Paco, la priorité, c'est la recherche à la vérité. Savoir les raisons, les causes de la mort de Parfait Kolela. Maintenant, s'il s'avère qu'il est mort le 21 et que nous avons une constitution qui est mise en place, qui dit un certain nombre de choses, ça, c'est la deuxième démarche. Et ça, je laisserai à ceux qui sont politiques
je le suis aussi, mais pour l'instant, la veste que je porte, c'est celle de la recherche de la vérité en tant que quelqu'un qui connaissait parfait et qui voudrait savoir de quoi il est mort. Et donc, cette première démarche, c'est celle-là, celle de connaître la vérité. Et la deuxième démarche, une fois que nous connaissons la vérité, là, maintenant, on peut regarder d'un point de vue stratégique, qu'est-ce que l'article de la Constitution de M. Sassou, enfin la Constitution, la dernière Constitution de 2015, je pense c'est la Constitution de 2015, qu'est-ce que l'article 70 dit? Et en ce moment-là, maintenant, on peut engager la deuxième démarche. Bon, donc je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais il s'agit ici d'abord de connaître la vérité parce que Parfait a des enfants et ces enfants-là aujourd'hui sont dans la misère et dans la tristesse. Ils n'ont même pas été en mesure d'assister à l'enterrement de leur père. Alors vous voyez, dans nos cultures, en tant que peuple africain, ça c'est quand même quelque chose de ne pas acceptable. Et donc l'aspect, bon, je laisserai peut-être à Maury Louzala de répondre un peu à cette question d'un point de vue politique, mais pour moi, la priorité en ce moment, c'est de connaître la vérité de la mort de Parfait Kolela. Alors, donc, Monsieur Maury Louzala, après vous, nous allons rejoindre Mathieu Bakima Baliel à son poste de travail qui va intervenir sur le volet informationnel. Mais avec vous, je voulais un peu comprendre une chose. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu des relations, de l'alliance entre le MCDDI et le PCT. Je venais de rappeler que c'est à partir aussi, c'est à cause de cette alliance que Guy Brice Parfait Kolela a été ministre de la République, donc dans le gouvernement de la République, au Congo-Brazzaville, bien entendu. Quelle interprétation faites-vous finalement de l'attitude du Parti congolais du travail, qui pourtant à un moment donné a travaillé aussi avec Guy Brice Parfait Kolela, dont ils avaient des alliances, depuis sa mort, depuis son décès, puisqu'en face de Guy Brice Parfait Kolela, en politique, on n'est pas des ennemis, on est des adversaires. En face de Guy Brice Parfait Kolela, il y avait donc le PCT. Son candidat, c'est Denis Sassou Nguesso. Et bien, depuis la mort de Guy Brice Parfait Kolela, il y a comme un silence du côté du Parti congolais du travail. Et d'ailleurs, ça s'est même manifesté lors du discours de Denis Sassou Nguesso sur l'état de la nation. Il n'a même pas fait état de ce décès, qui pourtant concerne une personnalité politique, de surcroît le principal opposant. Quelle interprétation pouvez-vous faire de cette attitude? Merci, Christian Perrin. C'est vrai que Télama, mon frère Télama, a bien dit, effectivement, nous basons sur la manifestation de la vérité, mais on ne peut pas aussi accepter que le crime s'installe comme mode de gouvernement. Comme mode de gouvernement. On ne peut pas l'accepter. Et d'autre part, on ne peut pas non plus accepter que quelqu'un enjambe les textes qu'il a lui-même conçus sans qu'il y ait des pressions extérieures. Il a mis cet article qu'on a mis dans la Constitution. Personne n'a oublié de mettre cet article dans la Constitution. L'article 70. 70. Aujourd'hui, nul n'est au-dessus de la loi. Nul. Il le dit lui-même. Nul n'est au-dessus de la loi. Je suis tout à fait d'accord quand je dis, bon, nous allons régler. Mais non, moi, le problème sur lequel c'est qu'aujourd'hui, il faudrait que ça cesse le crime. Je disais tantôt que Parfait Kolela a eu son seul crime, c'est d'avoir eu des ambitions, de proposer un projet ambitieux. Voilà, pendant que vous êtes en train d'intervenir sur cette question, il faut peut-être qu'on rappelle à nos téléspectateurs ce que dit l'article 70 en substance. Il dit que lorsqu'un candidat à la présidence, c'est-à-dire à l'élection présidentielle, décède en plein processus électoral, même pas décède. Quand il est empêché définitivement, d'exercer. Voilà, quand il est empêché définitivement
l'élection doit être annulée, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle annule l'élection. Voilà ce que dit donc en substance l'article 70. Et nous savons que finalement, Guy Brice Parfait Kolela est mort en plein processus électoral. Que ce soit le 21 ou le 22, nous étions encore là en plein processus électoral. Et comme je l'ai rappelé d'ailleurs, l'élection commence depuis l'enrôlement sur les listes électorales, toutes les opérations qui sont suivies jusqu'au résultat définitif publié sinon acté par la Cour constitutionnelle. Et donc, j'étais en train de vous poser la question de l'attitude affichée par le Parti congolais du travail depuis le décès de Guy Brice Parfait Kolela. Oui, c'est pourquoi je disais, quand j'ai expliqué dans l'alliance URD-PCT, la tétrise du PCT, en fin de compte. C'est un parti où le crime est installé comme mode de gouvernement. Moi, sérieusement, les gens me diront, oui, mais s'il y avait pas, on n'a pas tué, il n'y a pas de crime. Non, le problème, c'est que il y a eu tellement de fichiers dans le liste. Comme venait de l'expliquer d'ailleurs Téla Mamiabe. La déclaration de Firma ESA. De Firma ESA. Les convocations du parfait pour qu'il laisse, qu'il abandonne. Et je reviens sur ce que je vais vous faire. La même chose s'est produite à Milongo quand on a demandé, quand Milongo était candidat, on a demandé qu'il retire sa candidature. Qui lui avait demandé de retirer sa candidature? Eh bien, le PCT avait demandé à Milongo de retirer sa candidature. Et comme Milongo a retiré sa candidature, Sassou a été élu et quelque temps après, Milongo est mort. Il y a des coïncidences. On peut dire que non, c'est du hasard. Non, non, non. Il y a des coïncidences. Tous ceux qui soutiennent ce genre de comportement, beaucoup de gens se disent, oui, on est au pouvoir. Je rappelle qu'il y a eu des gens qui étaient puissants comme Madoua. Ils sont morts. Les Noumazalaï sont morts. Les Motando sont morts. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, ce Congo-là que nous voulons construire, il faudrait qu'on arrête le crime. Le crime doit s'arrêter. Et la seule façon d'arrêter ce crime-là, il faudrait que Sassou enjambe la conscience. Comment je reviens à cet aspect-là? L'article 70 doit s'appliquer, quel que soit le temps. Le juge constitutionnel qui n'a pas voulu regarder ce genre de choses, il crée quelque chose de beaucoup plus grave parce qu'il y a une haute trahison de hauts magistrats. Haute trahison de hauts magistrats, et ces magistrats doivent répondre, qu'ils se rendent compte. Ce qui s'est passé pendant la guerre, ceux qui ont trahi ce genre de choses, ils répondront. Moi, aujourd'hui, je considère que l'annulation de l'élection présidentielle de Sassou, donc il n'est pas président. On doit reprendre ces élections-là. Il faudrait absolument que nous tapons dessus. Tout Congolais, qui est le mondant, tout Congolais, doit se saisir de cette problématique pour dire à Sassou, tu n'es pas président, parce que tu as abrogé la conscience pour créer d'autres consciences, tu crées le texte toi-même. On n'a pas mis un pistolet là-dedans pour dire qu'il faut que tu mettes cette phrase-là. Personne n'a dit. Et non, à la fin, ils l'enjambent. Merci Maury Louzala. Nous allons peut-être aborder aussi le volet médiatique de la question. Les médias ont déclaré, sinon on dit, que Guy Brice Parfait Kolela serait décédé de Covid. C'est la cause qui avait été présentée dès le départ. Un an après, on se rend compte que ces médias ne sont jamais revenus sur leurs informations pour dire que finalement, ça a été une information biaisée, c'était probablement un égarement ou pas, malgré bien entendu les résultats, puisqu'on en a parlé aussi, on a rappelé ces résultats, de l'autopsie pratiquée sur le corps de Guy Brice Parfait Kolela. On n'a pas dit qu'il est mort de Covid. Et tout à l'heure, Téla Mamiabe a rappelé qu'on ne manipule pas les corps des décédés de Covid. Alors, je viens à toi, donc, Mathieu Bakima Baliel. Vous êtes journaliste, résident aujourd'hui
aux États-Unis. Vous êtes aussi directeur de publication du célèbre journal Madougou Tchekele. Quelle analyse portez-vous sur l'attitude des médias, par exemple? Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars 2022, donc ça fait quand même un an que Guy Brice-Parfait Kolela est décédé. L'information qui avait été passée par les médias, c'était de dire qu'il est décédé, qu'il est mort de Covid. Mais l'évolution de l'information aujourd'hui nous fait savoir que finalement, le Covid n'a rien à voir avec ce décès. Mais curieusement, aucun média n'est revenu comme pour tenter de corriger ou de démentir, sinon de faire un erratum, comme qui dirait, pour finalement soit présenter les excuses ou corriger l'information. Tout le monde est resté, et c'est comme si, bon, rien ne s'est passé, alors que c'est quand même, c'était le principal opposant politique à Denis Sassou Nguesso. Merci beaucoup, Monsieur Perrin, pour cette occasion que vous me donnez en ce jour où nous célébrons, je dirais, le premier anniversaire de la disparition de notre frère et ami Brice Kolelas. Pour répondre à votre question, je vais d'abord tout dire que ce n'est pas surprenant qu'un an après, qu'aucun journaliste ne soit revenu pour corriger ce qu'ils avaient annoncé comme étant un décès dû au Covid. La vérité est que, selon les documents, en tout cas que nous avons, que tout le monde, en fait, ceux qui suivent ça très bien savent que les médecins de l'Institut légal de Paris ont fait leur travail et le travail montre que Parfait n'est pas mort le 22 comme on le dit à Brazzaville. Il est mort le 21 mars 2001. Parfait donc est décédé au Congo-Brazzaville. C'est son corps, tout simplement, je crois. En tout cas, ce n'est pas des affabulations. Sur la base des documents qui existent, que même ceux qui dirigent le pouvoir de Brazzaville peuvent consulter à l'Institut médico-légal de Paris, Kolelas est décédé le 21 et non le 22. Ça, il n'y a même plus matière à débat. Bon, moi, je n'aimerais pas parler de politique. Hein. J'aimerais rester seulement sur la communication, donc le journalisme. Donc, ne soyez pas vraiment étonnés que ceux qui ont donné cette information-là ne soient pas revenus pour essayer de corriger. Parce que leur but, c'était quoi? C'était annoncer que Kolela était décédé du Covid. Parce que, pensiez-vous que s'ils avaient dit que Kolela a été empoisonné, par exemple, je ne sais pas ce que aurait peut-être été la fin de ces élections. Donc, pour eux, c'était un débarras. Maintenant, nous, en ce qui nous concerne, à vérité pour Paco, c'est comme nous l'avions déjà dit, notre but est de mettre fin à la culture de la mort de l'adversaire politique au Congo. Il faut que ça prenne fin. Aujourd'hui, c'est vraiment triste que quelqu'un qui ne pense pas comme moi, si j'arrivais au pouvoir, quoique je n'ai pas ces ambitions-là, je n'ai même pas les capacités, mais je ne me vois pas en train d'éliminer un homme, une femme, parce qu'il ou elle ne pense pas comme moi. Mais c'est méchant et c'est prouvé. Aujourd'hui, Kolela, on ne peut pas dire que Kolela est décédé de Covid. Kolela a été sacrifié. Évidemment, Mathieu, quelqu'un nous rappelait que quand un politique ou quand une personnalité publique décède, c'est un coup à la démocratie. Or, ces médias dont je parle de tout le monde, hein, que ce soit au Congo ou à l'international, ces médias savent, sinon auraient mené quand même quelques enquêtes, qu'il existe l'article 70 de la Constitution congolaise qui devrait pousser ces médias à beaucoup plus de réflexion. Qu'on dise Covid encore, qu'on dise
mort par empoisonnement ou assassinat. Bien, là encore, ils n'ont peut-être pas encore ces éléments-là qui doivent être prouvés par la justice puisque le dossier est au pénal, mais au moins ça devrait naturellement engager, sinon susciter des analyses sur l'article 70 parce que le processus électoral en lui-même, il commence là où en fait débutent les élections, c'est la campagne. Après, c'est des opérations de vote. Après, c'est le dépouillement. Après, ce sont les résultats qui sont rendus publics. Donc, tout ça, c'est le processus électoral. Or, dans l'article 70, il y a matière à réflexion, il y a matière à analyse. Curieusement, ces médias sont passés outre, sans faire état, même de l'article 70. Personne n'en a parlé. Ça aurait été quelque part ailleurs. Je crois que ces médias se seraient quand même penchés sur ou s'attarder sur cet article pour analyser, donner, dire au moins ce qu'ils pensent de l'exécution de cet article. Tout ça s'est passé, ben voilà, inaperçu, comme s'il n'y avait rien. Ben écoutez, il n'y a rien, on passe. Et puis voilà. Ben, vous avez tout dit. En fait, passer, circuler, il n'y a rien à voir. C'était le but. Mais ils sont tombés sur des gens qui n'abandonnent pas, qui n'abdiquent pas. En tout cas, nous sommes donné cette mission, nous sommes comme une peine. On ne va pas abandonner ce problème-là. Et les journalistes congolais, je comprends qu'ils travaillent dans un environnement difficile pour leur propre sécurité, pour la sécurité de leur famille, etc. Mais quand même, les agenciers, les journalistes d'agence, eux, ils ne sont pas tenus et souvent, c'est des étrangers. Donc, ils peuvent revenir sur les... Mais ils ne reviennent pas parce qu'ils ont été achetés. Comme l'ancien représentant du Fonds monétaire à Brazzaville, Moussa, un certain Moussa, tout à fait, oui, Moussa. Moussa avait été acheté. C'est un voisin. On n'est pas loin d'ici là, oui, tu vois, il y a une baraque, une très grande maison. Voilà, c'est des gens qui sont devenus riches avec l'argent du Congo. Ce monsieur-là était cadre au Fonds monétaire. Pour qu'il parte, c'est qu'il a réussi un peu plus. Donc, les journalistes d'agence qu'on a corrompus à Brazzaville aussi, c'est la même chose. Et la majorité d'entre eux travaillent au centre international de presse à Brazzaville. Probablement, enfin, moi, je suis certain, sans être à Brazzaville, je suis certain, sûr et certain, le journaliste qui a annoncé la nouvelle selon laquelle après Kodela serait mort du Covid, il a été en contact avec les officines du Parti congolais du travail. J'ai vécu dans ce pays, j'ai étudié le journalisme là-bas à Brazzaville, je l'ai aussi appliqué, disons que j'ai aussi pratiqué. Oui, vous avez exercé sur place à Brazzaville, oui. J'ai exercé sur place à Brazzaville et je fais la différence. Donc, moi, je suis sûr. Pourquoi ils n'ont pas le courage de dire, il y a des gens qui ont promis la mort ouvertement à M. Kolela. Le monsieur meurt par la suite, ne fût-ce que par curiosité. Ça devait leur faire tilt quelque part, non? Peut-être que je ne vois pas les choses comme eux, ils les voient. Mais je dis ceci, ce pays doit arriver à se réconcilier avec lui-même. Et on ne peut pas amener les péchés des oncles et des parents aux enfants. Parce qu'il faut, aujourd'hui, nous, on vit loin. Je sais que je n'ai plus des jours à vivre à Brazzaville. Peut-être que je verrai Brazzaville que quand je serai dans le cercueil ou pas. Mais au moins, mes enfants qui sont nés ici, il faut qu'ils aient la possibilité un jour d'aller vivre en paix à Brazzaville. Et il faut qu'on réconcilie notre pays. Mais on ne peut pas réconcilier un pays qui est assis sur un tissu de mensonges. Parfait Kolela n'est pas décédé du COVID. N'est pas décédé du COVID. Ce n'est pas une déclaration intempestive. C'est une vérité, c'est vérifié maintenant. En tout cas, merci pour avoir d'ailleurs disposé du temps pour nos téléspectateurs. Merci Mathieu Bakim Baliel
Je vais donc continuer avec les autres. Et c'était nécessaire parce qu'aujourd'hui, nous savons que les médias pèsent beaucoup, ont de l'influence. La preuve, c'est qu'il y a même des décisions judiciaires qui sont parfois orientées par les médias. Et donc, ce que disent actuellement les médias a un énorme pouvoir. Et merci donc d'avoir donné ton point de vue. On va continuer avec les autres. Merci Donc, beaucoup. merci, je vous en prie. Bien, voilà, merci. On était donc avec Monsieur Mathieu Bakima Baliel, journaliste et directeur de publication du célèbre journal Madoukoutiek. Je reviens donc à Lydie Kolela. Vous êtes, je rappelle, la sœur cadette de Guy Brice Parfait Kolela. La commémoration du premier anniversaire du décès de Guy Brice Parfait Kolela se poursuit. Vous avez dit c'est jusqu'au 26. Il y a quand même un bon nombre de jours qui restent encore. Mais je voulais parler un peu de la mobilisation. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté? Quelle lecture on peut faire de la mobilisation? Depuis que nous avons commencé, la lecture est que les Congolais, toutes tendances confondues, avaient soif de cet hommage populaire à Guy Brice Parfait Kolela. Et ça s'est traduit par les arrivées. Les gens sont venus des provinces. Il y a surtout à l'église où il y avait beaucoup de monde. Je crois que toutes les tendances étaient représentées et ça faisait chaud au cœur quand même. Hein. Vous parlez de l'église. À l'église, évidemment, nous avons eu vent du speech d'un des enfants Kolela. Vous pouvez nous en parler? Alors, qu'est-ce qu'il a dit en substance? C'était la dernière personne à parler, c'était la fille cadette de mon frère. En substance, elle disait au revoir à son père. Hein, et ça m'a fait pleurer. Émouvant. C'était très émouvant. Elle disait au revoir à son père. Elle le remerciait pour tout ce qu'il avait fait pour eux, comment il a pu les protéger jusque-là, parce que personne ne les connaît. Et c'était une volonté. Il ne voulait pas que ses enfants soient vraiment mêlés. Et comme il l'appelait princesse, elle a dit à la fin, tu me demanderas c'est qui ma princesse? Et elle a dit, si mes souvenirs sont bons, je répondrai, c'est moi pour la vie. Et c'était vraiment, on le voyait même, elle retenait ses sanglots, c'était naturel. Elle l'a fait avec ses mots à elle, parce qu'elle elle a une double culture anglophone et voilà, francophone, donc elle l'a fait avec ses mots à elle. C'était compréhensible, c'était vraiment émouvant ce qu'elle a dit. Au niveau des enfants, comment perçoivent-ils ce battez-vous? Le battez-vous est devenu aussi un leitmotiv pour les enfants. Je me rappelle aux heures les plus dures de tout ce qui s'est passé quand mon frère était à l'IML. Il y avait des moments où on était, surtout avec Gloria, où on n'en pouvait plus. Après, on se disait, c'est elle qui me disait, papa a dit, battez-vous, nous allons nous battre. Et cette fois-ci, on n'enterrera pas non plus. Et on se dit, on se bat. Je lui disais, on se bat, tata, on se bat. Et la cadette a dit dans son discours qu'il leur disait toujours que les Kolela, il faut être fort, il faut être courageux. Parce que c'est vrai que c'est un nom qui est synonyme de courage et de bravoure, hein, le nom de Kolela. Donc, s'appeler Kolela, ça prend tout son sens. Lorsque, quelque part, les enfants reprennent le flambeau. Les enfants vont reprendre le flambeau de toute façon. Parce que il y a le battez-vous, il faut se battre, quoi qu'il arrive. On essuie ses larmes, comme je dis souvent, on pleure d'un seul œil et on se lève. On y va. Monsieur Tella Mamabé, le battez-vous, le fameux battez-vous, de quoi sera-t-il fait demain? Battez-vous. Vous savez, ce battez-vous, c'est ce testament, je dirais, que Parfait nous laisse. C'est une phrase qui est tellement importante, qui dépasse pas simplement la vie de Parfait Kolela, mais aussi quand on regarde la conjoncture actuelle en ce moment, la conjoncture au niveau de l'Afrique, la conjoncture mondiale, il y a une nouvelle restructuration du monde quelque part.
Le monde est dans une période de métamorphose en réalité. En ce qui nous concerne, nous, en tant que peuple congolais, battons-nous, c'est vraiment exactement ce que nous devons faire. Je voudrais justement prendre quelques minutes pour essayer de faire réfléchir mes frères du Congo-Brazzaville. Vous savez, ça fait des années que je suis aux États-Unis et quand vous arrivez ici, vous êtes tous confondus, vous êtes tous des Noirs et vous représentez quelque chose dans cette culture. Et quand on vous voit noir, on ne sait pas si vous êtes Congolais, Centrafricain, Malien, vous êtes simplement un Noir. Et dans ce monde qui est dominé par une culture blanche, une culture de la suprématie blanche, être noir a une connotation, a beaucoup de connotations. Et quand on se focalise sur ça et on voit ce qui se passe ici aux États-Unis, et quand on tourne vers nos pays, et particulièrement vers le Congo-Brazzaville, qu'on se rend compte qu'il y a ce poison qui a été créé par le colon, qui a, pour diviser, pour mieux régner, ce venin, ce virus qui est instrumentalisé par les dirigeants au Congo-Brazzaville, particulièrement M. Sassou Nguesso, ce venin qui s'appelle le tribalisme. Alors, je me rends compte de l'idiotie que ce venin-là représente pour nous en tant que peuple africain et particulièrement peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a une guerre en Ukraine et c'est une guerre où l'Europe est en train de se redéfinir. Les puissances sont en train de se battre pour l'équilibre mondial. Et dans ce combat-là, ceux qui n'ont aucune signification et aucun rôle, ce sont les Africains. Et qui ont tellement souffert de la couleur que nous avons, de la race que nous représentons. Et quand l'Européen vient au Congo, il ne voit pas le Mboshi, il ne voit pas le Bateke, il ne voit pas le Kouyou, il voit des Africains qu'il a opposés pour mieux régner, qu'il a divisés pour mieux régner. Et aujourd'hui, au Congo, vous allez retrouver qu'il y a des très bonnes écoles à Oyo. On a construit des écoles qui étaient très impressionnantes, mais on ne va pas les créer au sud ou dans d'autres coins du Congo-Brazzaville. Simplement parce qu'on est aveuglé, infecté, envoûté par ce virus qu'on appelle le tribalisme. Et donc, quand l'Afrique doit faire face aux difficultés que nous avons aujourd'hui, où les Africains doivent se mettre debout pour garantir et protéger leurs intérêts, eh bien, les Africains sont plus intéressés parce que nous avons des dirigeants qui, comme quelqu'un m'a dit, un Américain ici m'a dit, vous avez des idiocraties en Afrique. Nous avons des idiocraties en Afrique. C'est ce que le gars m'a dit. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Une cratie. Nous avons des États qui sont dirigés par des gens qui ne sont pas visionnaires, qui ne sont pas, je ne dirais pas ce sont des idiots, mais je dirais simplement que ce ne sont pas des visionnaires. Le monde aujourd'hui, M. Perrin, il est en train de se redéfinir. L'Afrique devient de plus en plus un continent qui est désiré. Nous avons une population qui est grandissante de manière exponentielle. En 2050, 75% de moins de 25 ans seront en Afrique. Aujourd'hui, le continent africain, il est le premier producteur en cobalt, premier producteur en matières premières. Et les matières premières, nous avons les rare metals. Nous avons toutes ces matières. Et aujourd'hui, les métaux rares, les métaux rares. Et aujourd'hui, les gens viennent chez nous pour récupérer ces matières premières et les Africains n'en bénéficient pas. Et nous sommes endormis par des concepts qui ont été définis par les Blancs pour nous exploiter. Et pendant des centaines, des dizaines d'années, nous continuons à fonctionner dans ce qui les Blancs ont défini. Et l'opposition qu'ils nous ont fait, ils ont créé des oppositions entre noirs et noirs. Et aujourd'hui, dans notre pays, il y a ce qu'on appelle le tribalisme. Ça affaiblit l'Afrique, ça affaiblit le Congo et ça affaiblit l'exploitation. Et on continue à exploiter l'Afrique. Donc, quand Parfait Kolela nous dit « battez-vous », c'est de ça qu'il s'agit.
Il s'agit de l'avenir de l'Afrique. Il s'agit d'un continent qui est convoité, un continent qui, s'il ne fait pas attention, va continuer à être exploité. C'est ça le conflit que nous avons en tant que Congolais, mais aussi de manière générale en tant qu'Africains. Donc le monde est en train de se redéfinir et dans cette redéfinition, l'Afrique ne représente pratiquement rien du tout. Nous sommes des minables. Et parce que nous avons des dirigeants qui ne sont pas conscients des enjeux qui sont sur place et sont plus intéressés à voler de l'argent et à mettre ça dans les comptes à l'extérieur des pays de l'Afrique. Donc, jusqu'à présent, on continue l'hémorragie du sang des Africains. On a déjà pris l'hémorragie en prenant des Africains, en les emmenant dans les Amériques et les Caraïbes pour développer les Caraïbes. Aujourd'hui, nos matières premières sortent et l'Afrique n'en bénéficie pas. Mais on est aveuglé par le tribalisme. Alors, donc, l'Américain qui me dit que vous avez une idiocratie au Congo, quel argument je peux lui donner qui ne soit pas contraire à ça? Donc, je dis simplement, M. Perrin, c'est ça que ça veut dire, battons-nous. On se bat parce qu'on veut libérer l'Afrique, on veut une Afrique qui se respecte, on veut une Afrique qui se définisse. Nous avons l'intellect, nous avons des hommes intelligents de partout au Congo, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Mais on ne peut pas utiliser cette intelligence-là parce qu'on est aveuglé, envoûté par le tribalisme. C'est ça le combat. Évidemment, dans l'idiocratie, c'est ce que vous avez dit, il faut noter qu'il y a également, en fait, j'allais dire, tous les compatriotes de tous les départements, on parlerait de Pointe-Noire à la Cuvette, en passant par tous les autres départements, 12 départements, qu'à cela ne tienne. Monsieur Maury Luzala, je disais que vous êtes également membre du Congrès pour la Renaissance du Congo. Est-ce qu'on peut penser que finalement, votre plateforme intègre également ce « battez-vous » prononcé par Guy Brice Parfait Kolela dans son lit de mort? Effectivement, parce que quand on dit battez-vous, le CRC se bat pour, il visite les 60 ans d'histoire pour changer les choses réellement en profondeur. Donc, casser ce principe que vient de soulever Terama sur le tribalisme, le régionalisme, ce genre de choses. Donc, l'unité du Congo. Le Congo doit être uni pour vraiment transformer ce genre de choses. Le problème, c'est lequel, c'est qu'il ne s'agit pas de nous battre entre nous. Déjà, il y a un mouvement panafricain. Déjà, à l'intérieur du Congo, déjà, nous sommes divisés, c'est difficile d'aller au-delà. Les Européens parlent de l'Europe. Les Africains doivent parler d'Afrique. Le CRC, enfin, quand on parle de ce genre de choses, c'est pourquoi on dit qu'il faut mobiliser le maximum de gens. Que les gens se disent que non, ce Congo Mokeza, Congo Monene, pour qu'il soit grand, il faudrait que tous les fils et toutes les filles du Congo se retrouvent, discutent, regardent. À un moment donné, quand on est arrivé dans les années 83, ici en France, c'est ça que je disais, mais il y avait dans plusieurs thèses, il y avait beaucoup de Congolais. Les Congolais étaient en France, en Amérique, dans les pays de l'Est, partout, au Canada, partout. Ils se faisaient des très bonnes études. Donc, c'est cette énergie-là qui nous permettait de transformer les choses. Comme disait Fabius, qui disait, l'intelligence est le pétrole de l'an 2000 à l'époque. Donc, avec la matière, au lieu de matière première, avec l'intelligence, l'énergie que nous avons, si on regroupe tout le monde, on mutualise toutes les intelligences, effectivement, nous pouvons aller. Donc, en disant battez-vous, il faudrait que le Congolais ne regarde pas ses intérêts, mais regarde l'intérêt de la nation. Qu'est-ce qu'au-delà de sa propre personne, qu'est-ce qui peut être bien? C'est ça, battons-nous. Il faut se battre. Le problème, c'est lequel? C'est que les gens vont en politique pour s'enrichir. Aujourd'hui, le seul métier qui paie, c'est la politique. Les gens vont en politique pour s'enrichir. Alors, comme disait Barbeau, si vous voulez vous enrichir, il faut faire des affaires. Quand
voulu faire des affaires, vous ont fait des affaires. Mais on va en politique pour apporter autre chose. Cette intelligence de construire la nation. Donc le CRC intègre cet élément-là dans sa démarche, dans sa construction et dans tout ce que le CRC fait. Ce congrès. En tout cas, donc, merci. Oui. Ouais, donc je disais ceci. Quand il lance Battez-vous, Parfait n'était pas lui-même. Il était en phase avec ceux qui l'ont précédé. Il était en phase avec ceux qui l'ont précédé. Parce que quand on regarde, par exemple, Matua, qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'amicale. Et dans l'amicale, il pensait aux bourses. Les gens pouvaient venir étudier à l'étranger, partout, il fallait former des gens. Vous voyez? C'est un combat qui menait contre le colon pour permettre à ses fils, à ses petits-fils d'apprendre. Parce qu'il savait que le savoir est quelque chose de beaucoup plus important qui permettra de transformer cette société-là. Donc, battons-nous. Il faudrait que chaque Congolais, au-delà même du Congo de l'Afrique, doit se dire que non, moi je me bats pour changer le pays. Donc, à un moment donné, on ne regarde pas l'intérêt personnel, on regarde l'intérêt collectif pour changer les choses. Et donc, de ce combat-là dont Parfait parle. Ce combat-là dont il parle. C'est pourquoi j'ai dit, en disant ces mots, il n'était plus lui-même, était au-delà de ce certain nombre de choses. C'est pourquoi j'ai dit, pourquoi éliminer quelqu'un qui n'avait comme seul souci d'apporter à ses frères, à ses sœurs, des solutions qui permettraient de sortir de l'ordinaire. Lydie Kolena, alors le Battez-vous, quelle perspective au niveau de votre organisation, telle que vous voyez les choses? Nous savons qu'en Afrique, généralement, quand un père ou une mère sait qu'il va rendre l'âme, généralement, il appelle à ses enfants à ses côtés pour leur donner les dernières instructions. Quelle perspective pour cette bataille, le Battez-vous? Déjà, je tiens à préciser que c'est vrai qu'il ne s'est pas adressé à ses enfants, parce que comme vient de le dire M. Louzala, il pensait beaucoup plus à la République. À la République, voilà. Il a voulu laisser ce mot-là aux Congolais, parce qu'il lui-même, il a dit, il se bat sur son lit de mort. Donc, il ne savait pas qu'il allait s'en sortir. Donc, il préfère laisser ce testament aux Congolais. Battez-vous pour votre liberté. Et c'est un combat qui a débuté, là où nous avons parlé de André Matua. Vous voyez bien qu'il y a eu, c'est un combat qui a commencé depuis longtemps. Donc, il faut vraiment que les Congolais intègrent cela, qu'ils apprennent à se battre. Nous battons ici en France pour faire triompher la vérité autour de sa mort. Nous nous battons. Et 10 mois se sont écoulés, mais ce n'est pas 10 mois en pure perte. Ça nous a permis d'avoir des témoignages. Tout est consigné chez nos avocats, nous ne gardons rien. Donc, il y a eu des témoignages, il y a eu d'autres éléments qui ont fait que, en gros, je crois que 90% de la vérité autour de sa mort, nous pouvons le retracer, ce qui s'est passé. Mais le Battez-vous, il s'est adressé aux Congolais. Parce que nous avons souvent, je remarque, moi qui suis, comme je dis, une observatrice de la vie politique congolaise ou en Afrique en général, il y a Battez-vous parce qu'il y a la peur en face. Les Congolais ont peur. Et lui, il leur dit, battez-vous. Vaut mieux mourir l'arme à la main. Donc, battez-vous. Et je crois que c'est ça que les Congolais doivent comprendre. Là, vous avez quelqu'un qui est mort pour vous. Comment vous peut-être pas lui rendre l'appareil, hein. On ne demande pas aux gens de prendre les armes. Mais je sais que l'abbé Fulbert Youlou, il est parti suite à une grève. Vous voyez, nous ne sommes pas obligés de prendre les armes pour faire connaître nos droits. Voilà, pour matérialiser le Battez-vous. Il faut matérialiser, c'est ça le mot que je cherchais, le Battez-vous. Le Battez-vous veut dire levez-vous pour l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Lui, il l'a fait, il s'est battu, il a donné sa vie pour vous. Et vous, en retour, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas, Parfait est parti, hein. Maintenant, vous êtes face à votre destin, vous faites quoi?
En tout cas, merci. Comme on l'a dit, hein, Guy Brice Parfait Kolela a joué sa partition, aux autres aussi, donc aux Congolais, de jouer la leur. Vous avez quelques secondes hein, pour une préoccupation, dernière minute, pourquoi pas. On commence par Maury Louzala et puis on va terminer par M. Teilama Meabe. Ça va compter pour le mot de la fin. Quelques secondes. Oui, merci Christian Perrin. Vraiment, vous me donnez l'occasion de dire ce que nous pensons. Il n'y a pas d'autre issue. Le Congolais doit reprendre le pouvoir, doit prendre son destin en main, se lever et de chasser l'égoïste, le criminel de ça. C'est un criminel, pire qu'un criminel. Il faut le chasser. Lui-même, il le sait. En fin de compte, il s'est dit, tant que les Congolais ne se réveillent pas, je continue, comme il y a un adage qui dit dans le tout, que quand tu as quelqu'un qui ne se réveille pas, il faut continuer à l'exploiter et il faut continuer à faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, on est face à des grands défis. Teilama expliquait la guerre de l'Ukraine va bouleverser des choses dans le monde. Ça va bouleverser, comme la guerre mondiale, ça va bouleverser. Depuis, en Europe, il n'y a jamais eu de guerre. Là, il y a une guerre qui est en Europe. Donc, on voit les équilibres qui chamboulent. Il y a des axes qui apparaissent. Et nous, qu'est-ce que nous faisons, l'Afrique? Nous, le Congo, qu'est-ce que nous faisons? Venir mourir dans la mer, prendre le bateau pour dire qu'on va dans un Eldorado. Il y a une image. Voilà un enfant qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais qui préfère aller voir le voisin qui n'a rien. Oui, beaucoup de gens pensent qu'ils envoient les enfants en Europe, ils vont apprendre tout ça là. Même ici, je casse l'éducation, je casse tout. Il suffit que mon enfant apprenne quelque part. Et si se rend compte, cet enfant-là, quand il aura fini, il va travailler où? En Europe? On préfère mettre un Européen que de mettre quelqu'un d'Africain. Il va repartir au Congo, tout est cassé. Il va faire quoi? Aujourd'hui, la seule chose, c'est de chasser ce pouvoir-là. Le peuple doit se lever pour chasser ce pouvoir-là. N'attendez pas que l'Union soviétique, la Russie vienne à notre porte pour chasser Sassou. N'attendez pas que l'Amérique vienne ou Macron vienne pour chasser. Non, c'est à nous de se lever pour chasser. En tout cas, merci Maury Louzala. Nous sommes à la fin. Il faut qu'on permette aux autres aussi de conclure. Mais j'espère que ces propos-là ne concernent pas du tout notre invitée Lydie Kolela, qui, elle, est là pour les raisons. Vous comprendrez pourquoi je le dis. Elle est là pour le social exclusivement. Alors, Monsieur Teilama Meabe, en conclusion, on retient quoi? Vous avez quelques secondes pour le faire. En conclusion, je dois dire à mes frères qui nous suivent du Congo-Brazzaville, que vous soyez du nord, que vous soyez du sud, de l'est, de l'ouest, nous sommes dans un même pays, destinés à vivre tous ensemble. Et Sassou n'est pas un bâtisseur. Sassou a détruit le Congo parce que, comme je l'ai dit, depuis que nous avons eu l'indépendance en 1960, la majorité du temps, la gouvernance du Congo a été entre les mains de Sassou Nguesso, en majorité, en termes de temps. Je dirais même que 60% du temps de notre indépendance a été entre les mains de Sassou. M. Sassou Nguesso est revenu en 1997. Et depuis 1997, le Congo a eu des disponibilités budgétaires qui étaient suffisantes pour que le Congo soit développé aujourd'hui. Malgré tout, le Congo est un pays sous-développé où, quand on regarde les indices macroéconomiques, aujourd'hui, le Congo rentre parmi les derniers des pays. Ça veut dire que quand vous allez à l'hôpital général, au CHU, si vous êtes Mboshi, vous êtes exposé aussi aux difficultés de ne pas avoir le minimum de matériel nécessaire pour qu'on vous soigne. Si vous avez des enfants dans les écoles, que ce soit au lycée de la Libération ou quels que soient les autres lycées, vous êtes Mboshi, vous êtes Bateke, vous subissez les mêmes choses. Ça veut dire que nous avons un avenir commun que l'on ne peut pas changer. Mais
On a besoin de savoir que M. Sassou Nguesso n'est pas invincible, il n'est pas éternel et qu'il va partir. Et que, comme Maury a su le dire, que ce n'est pas d'autres personnes qui vont venir pour faire partir M. Sassou Nguesso, son gouvernement, aujourd'hui, qui vole, qui pille. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, vous connaissez l'argent des générations futures, que jusqu'à présent, on ne sait pas où sont passés. Les milliards et les milliards de dollars de l'économie congolaise qui ont disparu, on ne sait pas où ils sont. Vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'école. Le Congo est un État en déliquescence. C'est seulement nous, le peuple congolais, qui pouvons nous libérer de M. Sassou Nguesso. Et c'est ça, premièrement, de comprendre que mentalement, on a besoin de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un président Mboshi ou quoi, il s'agit d'un président qui n'est pas un unificateur, un président qui a laissé tomber le Congo-Brazzaville, et ce pays aujourd'hui est en train d'aller dans la déliquescence parce que M. Sassou Nguesso ne dirige pas ce pays proprement. Alors, quand lui-même a dit, quand la démocratie est bafouée, quand la démocratie est violée, alors les démocrates, ceux qui pensent à une nation congolaise qui doit être unie, doivent se lever pour faire partir M. Sassou Nguesso et son système. Et donc, moi, en tant qu'individu et en tant que membre du CRC et membre du NDC, de National Congress for Democracy, et pour l'avenir de l'Afrique et du peuple congolais, nous devons nous rassembler, peuple congolais, pour mettre fin à la tyrannie de M. Sassou Nguesso, si ce n'est pas pour dire à l'idiocratie de M. Sassou Nguesso. Et pendant que nous y sommes, est-ce qu'il y a des démarches qui se mènent à votre niveau pour rencontrer d'autres organisations, par exemple, sur l'affaire Guy Brice Parfait Kolela, parce qu'apparemment, on a l'impression que ça semble coincé de l'autre côté de Paris. Nous avons le NED, nous avons d'autres structures américaines dont je tairai le nom parce que j'aime être dans le secret, qui sont impliquées et qui attendent le déroulement juridique qui se passe, qui est en ce moment en France, et qui, à un moment donné, si c'est nécessaire, seront obligés d'intervenir. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, en tant qu'Africains, Américains qui sommes ici, nous avons touché nos sénateurs, nous avons touché nos congressmen, et nous avons touché les autorités américaines qui se chargent de la politique africaine, où nous avons relevé justement qu'il y avait des hommes, une violation du processus démocratique. Et vous souvenez-vous que le président Joe Biden a dit que nous avons un conflit aujourd'hui qui est celui de l'autocratie et de la démocratie. Et nous sommes dans un contexte géopolitique qui est assez complexe. Donc l'Afrique joue un rôle qui va jouer un rôle de plus en plus important, et les Américains voudraient voir une démocratie qui se développe pratiquement partout en Afrique. Et dans ce cadre-là, nous pensons qu'il y a des gens avec lesquels nous travaillons qui sont là et qui sont de notre côté, qui nous soutiennent. Donc, au moment nécessaire, au moment opportun, nous emmènerons ces gens-là dans ce processus politique pour justement libérer le peuple congolais. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que j'avais avec moi Lama Miabe. Vous êtes professeur de mathématiques à l'Université du District of Columbia aux États-Unis. Vous êtes également membre de la Fondation nationale pour la démocratie et membre du Congrès pour la Renaissance du Congo. J'ai eu également Lydie Kolela, la sœur cadette de Guy Brice Parfait Kolela. Vous êtes architecte. Et enfin, Maury Louzala, enseignant, chercheur, professeur de mathématiques et président de la commission mobilisation du Congrès pour la Renaissance du Congo. Nous avons eu évidemment en correspondance Monsieur Mathieu Bakima Baliel, qui est journaliste, résident aux États-Unis et directeur de publication du célèbre journal Madoukoutiekele. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et on se retrouve très bientôt. Mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.